Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Télévision. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. Perturbations en vue du côté des visites techniques, des demandes de carte grise ou des examens de conduite en ce premier jour de grève de la direction des transports terrestres. 3 corps de métier réclament une prime de risque réservée aujourd'hui à une minorité d'agents. Les petits lutins de la Brigade verte se mobilisent pour faire pousser une micro-forêt urbaine à Papeete. C'est le principe de l'opération Tahiti Urban Forest, une 3e édition qui s'achève dimanche. Direction ensuite la foire d'octobre où le cava fait son entrée cette année, libre à l'importation depuis mai. Cette boisson au cœur de la culture polynésienne est commercialisée par une petite entreprise familiale. Après l'échec des négociations avec la ministre de la fonction publique, les agents de la direction des transports terrestres sont entrés en grève pour une durée illimitée. Au cœur de leurs revendications, l'indemnité de suggestion spéciale, sorte de prime de risque dont ne bénéficient que certains agents. Les détails avec Athéna Milkam et Vaitiari Nauta. Perturbations annoncées dans le traitement des demandes auprès de la direction des transports terrestres. 3 corps de métier sont représentés sur le piquet de grève, les inspecteurs au permis de conduire, les contrôleurs techniques et les agents de la cellule carte grise. Aujourd'hui, seuls les inspecteurs bénéficient de l'indemnité de suggestion spéciale, l'ISS, qu'ils souhaitent revaloriser compte tenu de l'inflation. De 2005 à 2021, cette indemnité compensait également les risques encourus par ces agents. Ils demandent que cette notion soit réintégrée dans les textes. Elle existait avant, elle a tout simplement été supprimée en 2021 par l'arrêté. Il y a un arrêté qui a été sorti, la 394. Si on peut la supprimer aussi facilement, qu'est-ce qui la rend plus difficile de la remettre? C'est ce que je pose comme question. Autre revendication des grévistes, étendre la liste de bénéficiaires de l'ISS aux contrôleurs techniques et aux agents de la cellule carte grise. Le travail que nous exerçons, que nous pratiquons tous les jours, c'est un travail reconnu en tant que catégorie B. Mais nous sommes des catégories C et D qui faisons le travail de catégorie B et nous sommes rémunérés en fonction de notre catégorie. Donc on demande à Madame la ministre de la fonction publique et du dialogue social qu'il y ait une équité. À ces demandes, discutées avec la direction depuis 2022 selon les grévistes, s'ajoute celle, plus générale, de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Sollicitée par la rédaction, la ministre de la fonction publique Vanina Krula ne nous a pas accordé d'interview. Son ministère et celui des grands travaux en charge des transports se sont entretenus cet après-midi sur le sujet. Un communiqué de presse devrait suivre. Ils ont fait une démonstration de force hier dans la rade de Papeete. Les pêcheurs côtiers et hauturiers se sont mobilisés pour montrer leur désaccord face à la réforme du statut de marin-pêcheur. Le ministre du secteur primaire les a reçus hier de 17h à 20h. Il affirme leur avoir expliqué et réexpliqué le statut de marin-pêcheur et a présenté un nouveau dispositif de prise en charge par le pays pour les hauturiers. Nous écoutons les précisions de Taïviniti Aï. Le ministre est au micro d'Emma Mathieu. On est tombé d'accord sur la nécessité de ce statut de marin-pêcheur au bénéfice donc des marins, enfin des salariés du secteur professionnel. Mais on est tombé aussi d'accord de regarder en profondeur la viabilité économique de la filière. Et donc pour cela, le ministère travaille aujourd'hui et va transmettre aux différents syndicats un protocole de travail qui inclut toutes ces modalités et inclut également notre volonté au niveau gouvernemental qui est demandée par les professionnels du secteur côtier d'adapter également cette loi du marin-pêcheur à un dispositif qui soit beaucoup plus spécifique aux pêcheurs côtiers. Ce protocole de travail devrait être envoyé dans la journée par le ministère. Le ministre espère qu'il sera signé avant que le projet de loi de pays passe au CESEC dans une quinzaine de jours.
L'autonomie et l'action publique en Polynésie française décortiquée par le Sénat. En avril dernier, une délégation de la Commission des lois était venue en mission au Fénois. Une visite officielle présidée par François-Noël Buffet, aujourd'hui ministre des Outre-mer. Ce rapport dresse 22 propositions pour conforter l'autonomie et permettre un meilleur exercice des compétences de l'État, du pays et des communes. Thomas Chabrol. Modèle de l'autonomie, le statut de la Polynésie peut-il encore s'améliorer ? Lors de sa visite officielle au mois d'avril, la délégation sénatoriale s'y était intéressée. Dans son rapport, elle émet 22 propositions avec une attention particulière sur la répartition des compétences entre l'État et le pays. Une potentielle source de conflit qui mérite d'être clarifiée, selon le rapport, par des blocs de compétences. Il y a des choses qui nous paraissent assez claires dans le fonctionnement, d'autres un peu plus compliquées qui sont liées à des compétences qui sont parfois partagées ou même qui font l'objet de discussions, mais avec le souci, je crois, collectif de tous les élus de ce territoire de travailler ensemble. La commission des lois s'est aussi penchée sur certains fléaux de la société polynésienne, comme celui des violences intrafamiliales ou des trafics de stupéfiants. Le rapport propose de renforcer la coopération des différents acteurs, les moyens de prévention ou d'intervention. Mais la commission s'est également attardée sur la durée d'affectation des magistrats. Elle propose d'établir des règles de mobilité spécifiques pour les magistrats du siège et du parquet. Des magistrats aujourd'hui au cœur de tensions entre les murs du palais de justice. Je rappelle que la commission des lois du Sénat traite aussi des sujets de sécurité, des sujets de justice, donc tout ce qui touche aux régaliens, et qu'il y a aussi pour nous besoin de voir ce qui se passe sur ce territoire. Enfin, le rapport suggère aussi d'associer les autorités du pays dans la stratégie Indo-Pacifique en consolidant la compétence internationale de la Polynésie dans son environnement régional. Et pour des questions d'équilibre entre l'État et le pays, le rapport préconise de surveiller les tentatives d'influence de certaines puissances étrangères qui pourraient attiser un sentiment anti-France sur le territoire. Et pour plus de détails, retrouvez un article détaillé sur tntvnews.pf. Apporter de l'oxygène dans les zones urbaines et faire baisser les températures, c'est l'objectif de la Brigade Verte qui organise tout au long de cette semaine une nouvelle édition de la Tahiti Urban Forest. Le principe est créer des mini-forêts en ville grâce à un mode de plantation spécifique. Une équipe d'éco-citoyens, plusieurs établissements scolaires ont densifié ce matin la petite coulée verte déjà installée il y a 2 ans au lycée Gauguin. Laure Philibert sur des images d'Emma Mathieu. Emmener le végétal même là où le goudron s'est peu à peu imposé. Cette équipe d'élèves s'y applique. Armés de pelles, de baramines et de plants, ils verdissent le lycée Gauguin. Le principe donc c'est de débétonner des endroits qui sont effectivement goudronnés depuis plusieurs décennies et de les remplacer par des zones végétalisées. Alors l'idée c'est de créer des micro-forêts urbaines. La micro-forêt urbaine c'est quoi ? Eh bien ce sont des petits poumons d'oxygène dans les villes. L'idée c'est de réunir plusieurs essences d'arbres différentes qui sont concentrées sur une toute petite parcelle et d'apporter de l'ombrage. Le principe du puits de carbone, c'est effectivement piéger le carbone et qu'il ne s'évapore pas dans l'atmosphère. Et c'est bon pour le réchauffement climatique. Enfin, c'est l'idéal pour éviter le réchauffement climatique, plus exactement. La Brigade Verte s'est donné pour objectif de faire pousser rapidement, dans le Grand Papeete, une micro-forêt. Elle s'appuie sur la méthode japonaise Miyawaki, un mode de plantation qui permet d'obtenir une forêt adulte à l'horizon de 20 ans au lieu de 200 si elle se crée naturellement. Pour les éco-délégués, la nouvelle génération doit montrer l'exemple. Commencer par les plus jeunes, c'est super pour sensibiliser et après ils sont conscients de ce qu'ils font arriver à un certain âge, par exemple l'adolescent. Et ça c'est vraiment top, même les lycéens, il y en a plein qui ont signé les papiers, c'était bien, super. Dans ce type d'espace, on observe jusqu'à 100 fois plus de biodiversité et la température peut diminuer jusqu'à 2 degrés. Le projet Défi pour la Terre a déjà reçu plus de 78 000 signatures. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle. Après une intervention chirurgicale et près de 4 mois de soins, Donna a été relâchée mercredi matin à Papara par l'association Temana Otemoana. En juin, cette tortue verte avait été retrouvée par des riverains après avoir ingéré un hameçon âgé d'une dizaine d'années. Elle a regagné le milieu naturel en pleine forme. Il s'agit de la 274e tortue relâchée par l'association. Certaines de ses congénères
ont eu beaucoup moins de chance. Récemment, un autre spécimen a été retrouvé sans vie à Mouria avec du plastique dans l'estomac. Une découverte inquiétante, comme nous l'explique la fondatrice de l'association Cécile Gaspard. Elle est au micro d'Emma Mathieu. J'étais un peu choquée parce qu'en fait, j'ai créé Temana ou Temoana, donc ce centre de soins sur demande du gouvernement en 2004. Ça fait 20 ans. J'ai peut-être fait 300 autopsies entre les tortues qui meurent dans notre centre de soins malheureusement et celles qu'on retrouve déjà mortes. Et c'est vraiment l'autopsie la pire pour moi en termes de concentration de plastique. Elle a mangé du plastique depuis qu'elle est toute petite et tout ce plastique s'est accumulé au fil du temps et le transit ne passait plus et donc elle est morte d'épuisement. On constate qu'il y a de plus en plus de tortues marines dans nos lagons, ça c'est un bon point. Mais s'il y en a plus pour qu'elles soient finalement plus impactées par les bateaux, les hélices de bateaux, la pollution marine, le réchauffement climatique, etc., on pense que nos efforts, petit à petit, ils sont amoindris. Donc le message, c'est encore une fois, ayons une attitude citoyenne et faisons attention à tout ce qu'on fait. Notre comportement sur la planète, c'est le plus important. Un an après le lancement de l'opération d'insertion Nati au Tetoria, que sont devenus les sans-abri sélectionnés par le programme? À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le sans-abrisme, l'association Tetoria a dressé le bilan en compagnie de certaines des entreprises qui ont bien voulu leur donner une chance. Reportage de Léa Gondon, Herihauti Ariki et Naya Bennett. L'heure est au bilan, 1 an après le lancement du programme Nati au Tetoria. Une année durant laquelle l'association Tetoria a travaillé avec ses sans-abri pour sélectionner divers profils aptes à intégrer un poste en entreprise. À l'origine, il était question de réinsérer 5 natifs. Objectif plus qu'atteint, plus que déjà en 2023, de octobre à décembre, on avait déjà 14 personnes sans abri insérées dans le programme. Cette année, c'est 13 personnes déjà insérées. Une vingtaine d'entreprises est aujourd'hui dans la boucle. Leur rôle est d'identifier un poste adapté au profil proposé par l'association. Le candidat est embauché pour une durée de 6 à 12 mois, comme l'a fait la Polynésienne des Eaux. Nous, en tant que personne ayant un emploi, c'est déjà compliqué. Donc c'est quoi pour un SDF? Donc pourquoi pas lui donner une petite chance d'intégrer la société? Maintenant, les atouts, les armes sont de son côté pour pouvoir justement réussir et avoir un CDI. L'entreprise de gestion des eaux a d'ailleurs été la première à offrir ce sésame à un bénéficiaire du programme. VTA, 31 ans, intègre la société en octobre 2023 avec un CAE. 8 mois plus tard, il décroche le premier contrat à durée indéterminée de sa vie. Que de la grâce, que du bonheur, que de la joie maintenant. Oui, fight toto, continue parce qu'on a le CDI que voilà, c'est terminé. Il faut encore continuer, on va de l'avant. L'association Tetoria prospecte encore pour intégrer de nouvelles entreprises à leur programme. Objectif, faire adhérer toutes les sociétés du Grand Papeete. Malgré son goût amer et terreux, le kava est connu pour ses effets relaxants et reposants. D'abord suspendu, puis interdite en 2003 pour des raisons sanitaires, la commercialisation de cette plante sur le territoire est de nouveau possible depuis mai dernier. Et c'est l'une des nouveautés à retrouver sur la foire d'octobre. Reportage de Léa Gondon, Herihauti Ariki. Attractif dans son emballage de boissons instantanées, attrayant pour les amateurs de café dans sa version à filtrer, le kava est la vedette de cette allée de la foire. Kava Tahiti, petite entreprise familiale créée il y a 1 mois, a décidé de remettre cette plante ancestrale au goût du jour. On s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas déjà parce qu'on avait testé personnellement, que ça nous avait beaucoup plu. C'était une bonne alternative naturelle à la détente. Et bien on s'est lancé, on a essayé. Ça plaît beaucoup, ça marche pas mal. Cultivé dans plusieurs régions du Pacifique, le kava est utilisé par les Polynésiens depuis des millénaires, lors d'événements religieux, culturels ou même politiques. Sa racine est rincée, coupée, séchée puis broyée pour être consommée en breuvage. Un retour aux sources important pour Hereia. Au-delà de l'aspect culturel, on a surtout lancé Kava Tahiti parce que c'est d'abord la plante sacrée, c'est la plante de la paix, la plante du partage. Nos grands-parents ont connu l'interdiction, nos parents n'ont jamais connu le kava et nous on a la chance de pouvoir réintroduire le kava. La production locale de la plante n'étant pas encore assez développée, Hereia vend du kava originaire des Fidji, une variété plutôt douce qui la rend accessible au plus grand nombre.
Toute première fois, ouais. Je connaissais pas du tout. Moi, j'ai pas spécialement eu d'effet. Après, au niveau du goût, c'était un peu terreux, mais franchement, je trouve que ça va. Je fais pas mal de sport toutes les semaines. Et elle me disait que ça peut aider pour la récupération musculaire, donc ouais, ça pourrait vraiment m'intéresser. Ouais. Pour un usage du quotidien, il est préconisé de consommer le kava en fin de journée en raison de son effet très relaxant. Bien que naturel, il reste un produit à consommer avec modération. Le coup d'envoi du tournoi de rugby à 7 Papeete International Sevens a été lancé ce matin. 17 équipes s'affrontent sur la pelouse de Pater, à Pirée, et pas seulement en local. Elles viennent aussi de l'Hexagone, des Cook, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande. On fait le point tout de suite sur cette première journée. Le niveau est relevé cette année avec la participation d'équipes professionnelles et le constat de ses premiers matchs est cruel. Papeete s'incline 56-0 contre les vice-champions de France, les 7 Fantastiques. L'équipe rarotongienne Tuapapa Mairerenga bat Punaouia 45-0. Et les tenants du titre, les Eagle Rocks, s'imposent 42-0 devant Faa. On n'est pas surpris. Maintenant, c'est aux équipes locales d'essayer de se transcender pour essayer de les accrocher un petit peu. Mais au moins, ça permet de montrer à quel niveau on se trouve à l'heure actuelle. Donc, mais c'est très bien pour les équipes locales. Les scores sont élevés, mais ça ne reflète pas vraiment le match, quoi. On va dire que les équipes tahitiennes ont pu se mettre en place, à faire leur jeu et tout. Mais derrière, dès qu'il y a une erreur, c'est sanction automatique. Il y a essai derrière et puis voilà. Un fossé sépare le rugby tahitien et le haut niveau. L'Ovalie n'est pas encore très ancré dans la culture locale, contrairement aux autres pays océaniens, mais ce n'est pas la seule raison de ces lourdes défaites. Je dirais que pour l'ensemble des clubs, ce qui est difficile, c'est d'avoir tous les effectifs présents aux entraînements. Donc par rapport à ça, on essaye de monter quelque chose, mais c'est pas évident. Et si les gens venaient un petit peu plus aux entraînements, je pense qu'il y aurait quelque chose de plus valable pour pouvoir prétendre à être plus compétitif à cause tout simplement de l'endurance qui nous fait défaut à l'heure actuelle. Le stade Pater sera animé tout le week-end avec des matchs U17 et des rencontres féminines. Les finales se disputeront demain à partir de 13h30. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information, votre soirée sur Tétinu Télévision. 3 épisodes de la série NCIS Los Angeles. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance cette excellente soirée sur Tétinu Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.